L'objectif de notre équipe, c'est de développer des dispositifs qui vont permettre l'assistance des gestes thérapeutiques, soit l'assistance des chirurgiens, soit l'assistance des patients. Notre cœur de métier, c'est la conception et la commande de systèmes en interaction physique avec l'humain, donc dans lequel on va travailler sur la conception et l'optimisation, l'intégration des systèmes. On va travailler sur de la commande à partir d'informations extéroceptives, des capteurs d'effort, à partir d'imagerie médicale, etc. On s'intéresse beaucoup au développement à la fois de l'interface avec l'opérateur et de l'instrumentation des dispositifs qu'on développe et de leur capacité à s'adapter à différents opérateurs. Ça, c'est notre cœur de métier, avec des questions sur le partage des commandes et sur la façon dont on va pouvoir évaluer ces dispositifs, donc l'évaluation en laboratoire, mais aussi l'évaluation clinique, évidemment. Une petite particularité de notre équipe est qu'on s'intéresse à travailler avec comme ce sont des systèmes d'assistance à la gestuelle, on s'intéresse au système sensorimoteur humain, donc soit en ayant des plateformes d'analyse de gestes, en utilisant des gens qui sont dans notre équipe et qui viennent du domaine des neurosciences, ou des gens du domaine informatique qui, eux, vont s'intéresser plutôt à la caractérisation de l'apprentissage et au skill learning. Le tout pour innover dans la technologie pour la santé, avec un intérêt, une volonté d'aller jusqu'à la validation clinique et d'aller jusqu'au transfert de technologie vers l'industrie. En prenant compte aussi la question des usages, la question des besoins dès le début de nos projets, dès le début de nos travaux, et donc effectivement avec aussi tous les facteurs humains qui vont être impliqués dans la mise en place d'un nouveau dispositif d'assistance au geste. On travaille sur 4 axes de recherche qui sont la modélisation et l'analyse du mouvement humain, avec des questions de biomécanique, avec des questions de neurosciences, reconstruction de gestuels, de mouvements articulaires, etc. On s'intéresse à une partie vraiment conception, optimisation, pour avoir des dispositifs qui peuvent être petits, donc avec beaucoup de questions de mécatronique. On s'intéresse à la partie commande de ces dispositifs, principalement de la commande basée capteur d'effort, capteur d'image et beaucoup d'images médicales donc dans ce domaine-là. Et puis à l'évaluation de l'interaction, à l'évaluation des performances. Est-ce que le dispositif qu'on a développé, il permet d'améliorer le geste, d'améliorer le confort? Est-ce qu'il a un service clinique rendu qui a du sens pour être transféré? Les dispositifs sur lesquels on travaille sont aussi bien des instruments qu'on dit actifs, donc là où on va travailler sur des nouveaux instruments pour des chirurgiens, ou des dispositifs de guidage, donc pour aider typiquement au positionnement d'imageurs. On travaille aussi sur, donc ça c'était la partie disons plus assistance aux chirurgiens, on travaille aussi sur les dispositifs d'assistance à la posture ou aux gestes pour les patients à travers des exosquelettes et des prothèses. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est Nathanaël qui vous présentera ça tout à l'heure. Pour ma part, je m'intéresse à la robotique pour la chirurgie. Donc je vais vous présenter un petit historique, je ne sais pas si vous connaissez, on va faire ça assez vite. Mais le début de la robotique chirurgicale, c'est les années 80. Et le principe, ça a été d'amener un robot industriel, donc le genre de robot qui fabrique des voitures, pour aller faire de la chirurgie du cerveau. Donc à l'intérieur d'un bloc. Ça a démarré comme ça. Ils avaient besoin de quelque chose qui pouvait positionner précisément et ne pas bouger. Et un robot industriel, ça fait ça très très bien. Et puis, dans les années 90, s'est développée la technique de chirurgie mini-invasive, donc qui consiste à ne pas ouvrir complètement le patient, mais à passer des instruments à travers des petits trous. Et ça a conduit à des difficultés gestuelles pour le chirurgien,
Et donc, assez naturellement, il y a eu des systèmes téléopérés qui se sont développés, qui permettent d'éloigner le patient et le chirurgien, de façon à ce que le chirurgien soit repositionné dans des postures confortables. Depuis, il s'est développé de très nombreux dispositifs avec plus ou moins de succès dans des domaines qui vont de la chirurgie, de la neurochirurgie à l'orthopédie, en passant par tous les examens échographiques et j'en passe. Le robot de chirurgie que à peu près tout le monde connaît, c'est le robot qui s'appelle Da Vinci, qui est un robot téléopéré. Donc vous avez une console dans laquelle il y a le chirurgien que vous pouvez voir ici, qui est éloigné donc de son patient, et puis vous avez la partie robot qui va reproduire, c'est un système qu'on appelle maître-esclave. Donc le chirurgien a des joysticks, et avec ces joysticks, les commandes du robot sont transmises, et le robot va reproduire fidèlement les gestes du chirurgien. Donc le chirurgien qui est dans sa console, il est de nouveau assis dans une posture confortable. Et puis vous avez le robot qui est sur le patient avec les joysticks que va manipuler le chirurgien et qui vont être transmis au niveau des instruments en intracorporel pour faire des sutures ou n'importe quel geste souhaité par le chirurgien. L'idée qu'il y avait dans ce robot-là était de faire un robot capable d'être utilisé pour l'intégralité des interventions. Donc toute la chirurgie mini-invasive pouvait se faire avec ce robot-là. C'est un très gros succès, mais en réalité, il est utilisé à 90% exclusivement pour faire de la chirurgie de la prostate, ce robot. Donc ça a beaucoup évolué. Et ça a conduit les chercheurs, sur les 10 dernières années, à revoir un peu cette idée de pouvoir faire un robot qui allait faire tous les gestes du chirurgien, et donc à revenir vers des dispositifs plutôt compacts, parce que celui qu'on a vu là, il prend beaucoup de place, et surtout des dispositifs dédiés pour l'assistance à un geste particulier ou à un moment particulier de l'intervention. Et puis, on a continué à travailler. Il y a eu beaucoup de travaux qui étaient sur la téléopération, c'est bien, mais peut-être qu'on pourrait faire des robots complètement autonomes. C'était une période phare des roboticiens. Et puis, finalement, la téléopération, c'est pas si bien parce que le chirurgien est loin du patient. Donc, il faut avoir un second chirurgien au bloc pour pouvoir intervenir sur le patient si nécessaire. Et le tout autonome, on ne sait pas faire grand-chose. La variabilité de patient à patient, elle est tellement importante que le roboticien est bien démuni. Et donc est apparu ce concept qu'on appelle la co-manipulation, qu'on a développé beaucoup dans notre équipe, qui consiste à télémanipuler sans la distance, c'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur chirurgien et le robot vont être tous les deux des manipulateurs de l'outil chirurgical. On peut voir ça sous deux façons différentes, ce qu'on appelle la co-manipulation parallèle et que vous avez représenté ici, c'est-à-dire que le robot tient l'outil, l'opérateur tient l'outil, et la somme des efforts appliqués par l'opérateur et par le robot va générer le bon geste, va améliorer le geste. Ou alors ce qu'on appelle la co-manipulation série, cette fois l'opérateur va tenir un instrument et cet instrument est robotisé et dans ce cas-là, on va augmenter la dextérité. Donc je vais vous présenter un petit peu ces deux aspects-là. Vous dire que ça existe déjà dans l'industrie, notamment par le biais du robot Mako, qui est un robot pour l'orthopédie, qui va combiner des phases de recalage. Donc on a vu, on pointe, le chirurgien utilise avec un localisateur une petite pointe, il vient palper à la fois l'os du patient et l'extrémité de son robot. De cette façon, on est capable de savoir où est le robot par rapport au patient. Et puis, donc ce robot, on peut l'attraper quand on en a besoin, venir l'utiliser.
On a de la réalité augmentée qui va s'afficher à côté pour pouvoir savoir ce qu'on est en train de faire, est-ce que par rapport à un planning, qu'est-ce qu'on a fraisé sur l'os, etc. Donc, le principe de la co-manipulation, c'est celui-là. En co-manipulation donc parallèle, c'est donc principalement utilisé pour manipuler des outils, donc ce qu'on vient de voir c'était de la co-manipulation parallèle, ou pour manipuler des imageurs, quand la dextérité n'est pas la priorité, mais que le positionnement il est important, et le maintien en position est important. Donc on utilise des interfaces et des technologies qui sont issues de l'haptique, avec des transmissions à câble, pour avoir des robots qui sont légers et qui sont ce qu'on appelle réversibles, c'est-à-dire qu'on peut les bouger librement. L'opérateur est plus fort que le robot. Ce n'est pas le cas dans la robotique industrielle. Mais un robot, une interface haptique, vous êtes plus fort qu'elle, c'est mécanique. Donc c'est quelque chose qui est important en termes de sécurité pour l'intervention, puisque le chirurgien est toujours plus fort que le robot. Donc on peut développer sur ce genre de dispositif différents modes, ce qu'on appelle le mode bloqué-débloqué. Donc c'est d'abord quand vous avez besoin que le robot vous laisse faire ce que vous voulez faire. C'est pas trivial à définir, donc ça se fait, et c'est ce qu'on peut voir ici, la personne qui manipule ici une sonde échographique librement. On peut évidemment, là où ça devient intéressant, c'est à partir de ce même dispositif bloquer dans une position. L'intérêt étant de pouvoir rendre au chirurgien ses mains le temps, par exemple ici c'est une sonde échographique, donc il faut faire une acquisition 3D, ça prend un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, le chirurgien il doit continuer à manipuler son échographe avec une seule main, tout en maintenant la sonde surtout sans bouger, ça le conduit à être dans des postures assez inconfortables. Là, il peut décider de lâcher et la sonde va rester en place. La particularité du dispositif, c'est que c'est à la fois très précis, mais très souple. Donc on a pu voir que ça pouvait bouger là sur les vidéos, ce qui est une sécurité vis-à-vis du patient qui est lui-même dans cette intervention sur laquelle on travaillait éveillé et qui donc peut bouger. Et donc il ne faudrait pas que le robot soit complètement rigide, il faut qu'il soit à la fois souple et précis. Une fois qu'on a installé ce mode bloqué-débloqué, on peut aller un petit peu plus loin avec ce type de robot et proposer des fonctions de guidage pour venir aider le chirurgien à se positionner en regard d'une zone qu'il a définie dans un planning préopératoire. Alors ça se fait, encore une fois, sur la base de techniques de réalité augmentée, de réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle des virtual fixtures, qu'on va implémenter en recalant la position du robot avec les organes en question. Et on peut montrer que avec ce dispositif de guidage, on va aller plus vite et de façon plus précise vers la cible qu'on cherchait à observer et de façon plus sûre, tout en restant plus fort que le robot. C'est-à-dire que si on ne veut pas lui obéir, on n'est pas obligé de le faire. Ce genre de dispositif, encore une fois, je vous ai dit, on cherche à le valider cliniquement. Donc les robots que je vous ai montrés ont été validés sur patients à la Pitié-Salpêtrière et sont en cours d'industrialisation par une société qui s'appelle Coelis pour ce robot-là. Ça, c'est pour la partie co-manipulation parallèle, donc le mode libre, le mode bloqué, des fonctions de guidage, ça peut être du filtrage de tremblement, ça peut être du maintien en position. Le guidage, vous allez définir un petit peu ce que vous voulez. En termes de co-manipulation série, on travaille alors plutôt sur la conception même de l'instrument et non pas d'un porte-instrument. Et encore une fois, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de définir des instruments dans lesquels le chirurgien va retrouver une bonne posture. Quand on fait de la chirurgie mini-invasive, le chirurgien est assez souvent comme ça, penché sur son patient. Essayez de le ramener, comme vous le voyez là, dans une configuration avec les épaules basses, les coudes en bas, par la conception de nouvelles mobilités entre la poignée et l'instrument, entre l'instrument et sa partie effectrice. Donc on a pas mal de travaux là-dessus, beaucoup pour la chirurgie mini-invasive.
où le problème, c'est le passage à travers un point fixe, le trocar, une petite incision à l'intérieur de l'abdomen, avec des instruments qui sont très très longs, qui sont rigides, et une perte de degré de liberté. Donc ça nous a permis de développer un instrument, et alors quand on développe ces instruments, on doit travailler sur deux parties, la partie intracorporelle, donc comment ça va bouger à l'intérieur, et ça on l'a fait, même si c'est relativement miniaturisé, je dirais par des techniques assez classiques de la robotique, mais on travaille aussi sur, normalement on va les voir après, c'est une suture, ouais, mais sur la partie poignet, donc il y a aussi tout un travail de mécatronique et de design sur la partie comment on va tenir cet instrument en main, comment on va pouvoir le piloter de façon intuitive pour produire les mouvements qu'on veut à l'intérieur du patient. Donc c'est deux aspects qui relèvent encore une fois presque des techniques assez standards de la robotique. Mais quand on commence à travailler sur les instruments, on peut aussi être amené à travailler sur des technologies assez différentes. Ici, on a utilisé pour de la chirurgie endovasculaire des alliages à mémoire de forme, et c'est en chauffant ces alliages à mémoire de forme qui sont distribués partout sur la structure qu'on va pouvoir, je ne sais pas si vous le voyez ici, il est là, il en est là, manipuler un cathéter actif en intraveineux, et donc le faire se courber pour faciliter la navigation à l'intérieur du système vasculaire. Donc sur la base, cette fois, d'actionneurs qui ne sont pas du tout classiques, qui sont des actionneurs à mémoire de forme. D'autres types d'actionneurs aussi sur lesquels on a travaillé, qui étaient dans le cadre de l'endomicroscopie, donc qui permet, c'est une sorte de caméra qu'on vient poser et qui vous permet de visualiser les cellules directement. Donc c'est de la biopsie optique. Mais il faut savoir manipuler la sonde optique. Ça n'est pas trivial. Et pour savoir où on en est, quand on a une visibilité au niveau de la cellule et qu'on est sur un foie, c'est bien de dire là j'ai vu qu'il y avait du cancer, mais si vous ne savez pas où vous êtes, ça ne sert pas à grand chose. Et donc c'est l'intérêt d'avoir un dispositif robotique qui va venir vous permettre à la fois de garder ces images toutes petites et en même temps de construire une image plus grande et en même temps d'enregistrer la position où vous êtes. Donc on l'a fait à partir d'actionneurs un petit peu particuliers que je serais bien incapable de vous détailler, mais la partie qu'on voit ici, qui permet donc grâce au système de reconstruire ici, vous voyez passer des globules rouges. Donc par reconstruction et manipulation directe de cette sonde optique. Alors voilà pour la partie sur la chirurgie. Je passe direct, je pense qu'on va faire les exposés à la suite, et puis peut-être si vous avez, soit vous nous interrompez, soit si vous avez des questions à la fin. Alors la partie sur la robotique d'assistance à la marche, qui est un autre grand domaine dans lequel on travaille, c'est le travail de Viviane Paschi, et donc on est bien démunis pour vous le présenter proprement. On va passer très très vite dessus, mais quand même pour vous dire quels sont les grands problèmes. Quel est l'intérêt d'avoir des techniques robotisées dans l'assistance de la marche ? C'est d'essayer de faire un petit peu mieux que juste une canne ou juste un déambulateur, qui ont des limites de manipulabilité, des limites de poids, des limites dans leur usage, et donc essayer de retarder, en améliorant les possibilités d'utiliser ces dispositifs intelligents, essayer de retarder l'arrêt de la marche ou le passage en fauteuil roulant. Donc il y a plusieurs systèmes sur lesquels on peut travailler, soit en améliorant les cannes, soit en améliorant les déambulateurs, dans lesquels on va venir intégrer des tas de capteurs physiologiques, des capteurs type GPS, etc. Sur les cannes en particulier, les travaux qu'on fait dans notre laboratoire s'appuient sur une modélisation de la posture et de l'équilibre. Et typiquement, on essaye d'intégrer ce qui s'appelle le light touch,
qui, en gros, est l'idée que, enfin, c'est le phénomène qui fait que quand vous essayez de dévaler un escalier, il vous suffit, pour être stabilisé, de poser la main sur la rampe et vous allez pouvoir aller plus vite, vous allez être plus stable que si vous n'avez rien, mais vous n'avez pas non plus besoin de prendre appui sur la rampe. Il suffit de poser votre main dessus. Donc on essaye de comprendre quel est qu'est-ce qui se passe dans notre contrôle sensorimoteur qui puisse expliquer ça et comment on peut l'intégrer pour développer des cannes, smart cannes intelligentes, qui vont utiliser ce dispositif-là. Donc la canne elle-même a aussi un aspect mécatronique, avec une capacité à évoluer en termes de longueur, à se réorienter, etc. Mais surtout avec une poignée particulière qui va essayer de vous faire des illusions tactiles qui vont agir directement sur votre équilibre. Sur les déambulateurs, on travaille beaucoup sur la partie d'assistance à la verticalisation. Donc si vous voyez une personne qui essaye de se lever, une des étapes très très compliquées, c'est de lâcher les poignets du fauteuil pour aller attraper le déambulateur. Et rien que cette partie-là fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de se lever, juste parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher les bras pour attraper le déambulateur. Donc on a travaillé au développement d'un déambulateur qui vient se positionner au niveau des accoudoirs d'un fauteuil ou d'une chaise sur laquelle la personne va pouvoir prendre appui avant même de commencer à se lever et qui va détecter tout seul le moment où la personne essaye de se lever pour l'accompagner comme le fait un kiné quand il essaye de lever une personne, donc avec des capteurs d'effort qui sont intégrés, avec des Kinect pour visualiser les pieds de la personne, etc. Il y a une commande un petit peu particulière, donc on voit les différentes étapes de déploiement du déambulateur qui vient essayer d'anticiper ce que va faire l'opérateur et qui va intégrer des modèles aussi de son équilibre pour pallier les déficiences d'équilibre de l'opérateur. Donc on peut voir ce que ça donne ici, d'abord sur un déambulateur juste instrumenté qui n'est pas actif, et c'est normalement une vidéo dans laquelle, qui est prise par la Kinect et qui permet de voir où sont les pieds du patient par rapport aux roues du déambulateur et de réorienter à chaque fois le déambulateur en fonction des pas et de la façon dont la personne vient de poser son pied, de quel angle est-ce que cette personne est en train de tourner ou pas. Ce qui a conduit aussi à des essais sur patients de ce déambulateur et aujourd'hui à une entreprise qui s'est créée, qui s'appelle GEMA et qui commercialise alors une version autrement plus sexy de ce déambulateur que celle-là, mais ça c'était les premiers essais cliniques de la première version. Voilà pour... Alors on peut même pas capoter avec le bouton d'arrêt d'urgence, c'est vraiment la première version. Voilà pour ma partie, je te laisse Nathanaël qui va vous parler plutôt des prothèses exosquelettes. Vous présentez un espèce d'état de l'art des technologies d'assistance et de réparation du corps, principalement donc exosquelettes, prothèses, où j'irai un peu plus en détail, et puis rapidement les interfaces cerveau-machine. Donc, hop, voilà. Donc concrètement, en fait, l'idée c'est de vous donner un peu quelques clés, notamment dans le cadre de ce type de technologie-là, il y a un grand décalage entre l'imaginaire et la réalité technologique. Donc, quelle technologie existe à l'heure actuelle pour réparer l'homme? Quand on pense directement à l'existant, il va y avoir des avancées médicales, chirurgicales importantes, les médicaments, les thérapies géniques, notamment la méthode CRISPR-Cas9 qui vient de sortir ces dernières années, des approches de chirurgie, et en termes d'avancées technologiques, il y a des outils simples en fait qui réparent le corps, hein. Par exemple les lunettes, les cannes, les aides auditives, puis depuis un certain temps des implants de régulation végétative, par exemple des pacemakers, des pompes à insuline, on commence à avoir des pancréas artificiels, des choses comme ça. Et puis il y a de la robotique. Et ce qui est assez marrant, plus ou moins, c'est que en fait, finalement, celle qui interpelle énormément l'imaginaire de l'augmentation, de la réparation du futur, c'est la robotique. Elle est chargée de ça, alors que concrètement, autour de vous, vous ne connaissez pas grand monde qui a été réparé par la robotique, qui a récupéré des capacités à cause de ça. Donc il y a une pression très forte sur ce type de technologie, notamment parce qu'il y a un imaginaire de la robotique pour le corps qui est très développé.
par toutes les productions culturelles, scientifiques, enfin, de science-fiction, etc., il y a un mythe culturel important du cyborg, de la transcendance, cette capacité qu'aurait la technologie robotique à nous permettre de dépasser notre condition biologique. Cette mythologie prométhéenne, c'est-à-dire le chercheur en robotique qui jouerait un peu à Dieu en reproduisant l'homme. Là, je mets un logo d'une communauté de transhumanistes qui s'appelle H+, qui prône l'amélioration de notre humanité. Et puis, ce qui est un peu problématique, en un sens, c'est qu'il y a une surreprésentation dans les médias de certaines figures d'athlètes handicapés, appareillés, qui sont des sortes de héros, des monstres au sens de Foucault, dans le sens où ils ne sont pas vraiment classifiables, ils sont handicapés, mais en même temps incroyables. On va avoir Aimee Mullins, qui est mannequin et bi-amputé de jambes, Hugh Hare, bi-amputé de jambes, directeur du MIT Media Lab, qu'on verra un peu après. Et finalement, ce rapprochement entre le mythe et puis ces figures-là, tente à légitimer un peu l'existence d'un homme augmenté. Or, moi, le but de ma présentation, c'est plutôt de vous montrer qu'on en est très loin, et puis vous donner quelques clés en fait, pour vous montrer les réalités de l'appareillage robotique. Et un bon exemple pour ça, pour le décalage de la réalité technique et de l'imaginaire, c'est ce qui s'est passé à la Coupe du Monde en 2014, où en fait l'ouverture de la Coupe du Monde devait se faire par un patient paraplégique qui serait arrivé sur un fauteuil roulant et avec un exosquelette se serait mis debout au milieu du stade et aurait tapé le premier ballon de la Coupe du Monde. Ça, c'était ce qui était prévu. Et ça, c'est la réalité. On voit qu'il y a un patient harnaché avec une espèce de structure énorme, porté par 2 personnes latéralement, qui a vaguement réussi à déplacer son pied sur 15 cm pour arriver à taper le ballon. Et on se demande presque si ce n'est pas les gens qui le lèvent derrière qui l'ont fait taper le ballon. Donc, le but de ma présentation, c'est vous donner un peu un aperçu des réalités des réparations technologiques du corps. Donc, dans un premier temps, je vais passer donc sur les exosquelettes. Donc les exosquelettes, l'objet technologique, il existe même hors du laboratoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des produits commerciaux pour réparer en partie l'homme. Donc on a par exemple une application phare de l'assistance exosquelettique, c'est l'assistance à la marche de patients paraplégiques, donc des gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes, et on va avoir des orthèses robotisées de différents types, soit des orthèses très simples qui nécessitent l'utilisation de cannes, soit des systèmes plus complexes comme le Rex Bionics, là, qui est plutôt une paire de jambes dans laquelle on vous insère et vous vous pilotez vous-même au travers d'un joystick. Donc c'est une réparation partielle, hein, dans le sens où ces dispositifs-là coûtent encore très cher, ne sont pas remboursés. Il y a un problème, pardon, excusez-moi. Et donc on parle d'un prix approximativement de l'ordre de 100 000 €, mais il commence à être disponible commercialement, il commence à être exploité dans des centres cliniques, même pour presque des stages psychologiques pour faire du bien à des patients paraplégiques, les remettre debout quelques heures par semaine, ça a un effet très important sur le mental, mais aussi sur plein de choses comme la circulation, la digestion, tout ça. Mais ça reste très limité dans le sens où vous ne pouvez pas monter des escaliers, les vitesses de marche sont très lentes, et puis c'est des cas très simples, en fait c'est des machines qui marchent pour vous. Donc on arrive à faire des choses en répondant à des besoins très spécifiques. Et des besoins très spécifiques, ça peut être donc l'assistance à des personnes complètement paralysées, ou par exemple la rééducation neuromotrice. Donc on va avoir des dispositifs par exemple d'assistance à la rééducation de la marche ou la rééducation du membre supérieur. Donc c'est un outil qui est mis à disposition des kinésithérapeutes qui sert typiquement dans le cadre de rééducation neuromotrice, donc après un accident vasculo-cérébral. Et ce sont des machines qui appliquent des champs de force, qui vous permettent d'interagir avec des jeux et qui assistent le thérapeute en permettant une répétition plus importante et plus intense et plus motivante de certains gestes. Mais ça reste des choses très, très simples. De la même façon, c'est anecdotique, se développent en fait des dispositifs pour l'assistance à opérateurs sains dans des contextes industriels, avec des hommes plutôt assistés, pas vraiment augmentés, avec des systèmes par exemple de reprise du poids d'outils, ou des systèmes en fait qui visent à terme à soulager des opérateurs qui travaillent dans des conditions de travail physiques assez dures et prévenir l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Ça reste des preuves de concept qui ne sont pas vraiment encore disponibles. Donc, en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que malgré le fait qu'il y a eu des grandes avancées technologiques, il y a des gros verrous scientifiques, notamment sur le partage du contrôle, la détection de l'intention motrice, qui font que ça peut marcher à peu près sur des cas très simples comme l'assistance à la marche de quelqu'un qui ne marche pas, n'a pas de contrôle sur ses jambes, ou d'opérateurs sains qui sont capables, si le robot fait quelque chose de mal, de reprendre le contrôle. Mais les cas très complexes, par exemple d'assistance à quelqu'un qui a des défaillances de la marche partielles, une personne âgée ou autre, ça demande de vraiment comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, qu'est-ce qui est une bonne marche ou pas. Et donc c'est très très complexe et c'est pas tout de suite qu'on va arriver à résoudre ça. Ce
Ce qui est important aussi de remarquer, c'est que derrière l'idée de l'objet exosquelette, quelque chose de futuriste, en fait, ça reste quelque chose de très ancien. En 69, au Mihailo Pupin Institute en Serbie, on avait par exemple déjà des exosquelettes d'assistance à la marche des paraplégiques. En 2016, on a maintenant du carbone, des batteries, de la puissance de calcul, mais concrètement, les concepts sont anciens. Alors pour les prothèses, je vais détailler un petit peu plus, c'est aussi ce qui était annoncé dans le programme. On va distinguer en fait ce qui est disponible commercialement et ce qui est disponible dans les laboratoires. Et en général, vous allez voir que ce qu'on a en tête et ce qui est souvent médiatisé, c'est ce qui est disponible dans les laboratoires et qui n'est pas prêt du tout d'être transféré. Donc commercialement, je vais faire un peu la distinction entre le membre inférieur et le membre supérieur. Pour deux raisons. Les systèmes sont très différents et surtout la première raison, c'est que les populations pour d'amputés du membre inférieur sont très différentes du membre supérieur. Déjà, elles sont beaucoup plus grandes. On parle de facteurs entre x4, x10 pour les amputés du membre inférieur à cause de l'étiologie qui est différente. Membre supérieur, on y viendra après, mais c'est principalement de l'accident. Ça peut être du pathologique, des tumeurs, des choses comme ça. Alors que pour le membre inférieur, on va avoir une grande étiologie pathologique, des problèmes de diabète, de vascularisation qui font que vous avez des gangrènes, des problèmes de circulation au niveau des extrémités distales. Et il y a énormément, entre guillemets, d'amputations de membres inférieurs à cause de ça. Et donc, résultat, les populations sont plus grandes, les marchés sont plus importants, et donc il y a plus de développement. Et l'autre chose aussi, c'est que pour le membre inférieur, si vous perdez une jambe, vous avez vraiment besoin d'une prothèse pour faire toutes vos activités. Vous perdez un bras, vous pouvez presque tout faire avec l'autre bras. Donc pour le membre inférieur, on va trouver par exemple des articulations dites intelligentes. Alors il manque la légende, mais ça, ce sont les deux produits phares des deux leaders mondiaux, Autoboc et Ossur. C'est des genoux dits intelligents. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un système, disons, à ressort, un peu comme une fourche de vélo, ressort amortisseur, mais qui a la capacité d'adapter ses propriétés de ressort amortisseur en fonction de ce qu'elle détecte de votre action et du terrain. Parce que si vous aviez le même ressort amortisseur, pour tous les moments de la marche, ça n'irait pas. Et donc concrètement, vous avez un système intelligent mais autonome, avec des capteurs qui va détecter votre allure de marche, qui va détecter le dévers, qui va détecter par exemple certains aspects de l'environnement et qui va adapter le balancement de votre genou. Et concrètement, ce n'est pas un dispositif sur lequel vous avez du contrôle volontaire. C'est intelligent, mais si vous lui demandez d'essayer à un patient de lever son genou, il ne peut pas le faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire des tâches comme se mettre debout, marcher. Le système détecte et enclenche des cycles qui sont pré-réglés au préalable avec le thérapeute. Ça marche bien. Ce sont des solutions qui sont remboursées par la sécurité sociale. Au niveau des pieds, là c'est un peu différent. Ce qui existe à l'heure actuelle, ce sont des pieds passifs, c'est-à-dire c'est plutôt des lames de matériaux, carbone, composite, qui vont se déformer, qui vont avoir différentes propriétés. Alors vous reconnaissez en bas à droite les lames de course qui sont utilisées par certains coureurs comme Oscar Pistorius, qui sont des lames qui sont faites pour courir. Concrètement, si vous essayez de vous arrêter, vous tombez, parce qu'elles ne permettent pas l'équilibre statique. Donc vous allez avoir des pieds pour la marche lente, les pieds pour la marche rapide, des pieds de course, des choses comme ça. Il n'y a pas de polyvalence, il y a un pied pour chaque utilisation. Et puis récemment, on commence à avoir des nouveaux dispositifs avec des chevilles qui se comportent comme les genoux et qui remplaceraient en fait un peu tous ces pieds et qui sont capables en fait de moduler en quelque sorte leur raideur en fonction du cycle de la marche. Et ça change beaucoup la donne sur pas mal de tâches comme monter les escaliers. On a besoin d'appui avec de restitution d'énergie. Ça permet de réduire la consommation métabolique et puis de faciliter vraiment ces opérations-là. Donc le dernier modèle là commence à être disponible aux États-Unis. C'est quelque chose qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais c'est disponible. Donc il y a des grandes avancées pour le membre inférieur parce que ce sont aussi des systèmes autonomes. Il n'y a pas besoin de mettre le patient dans la boucle et de trouver une manière de lui donner du contrôle sur sa prothèse. Pour le membre supérieur, c'est très différent. C'est très différent, pourquoi ? Parce que vous avez besoin de commander volontairement votre prothèse. Vous n'allez pas avoir une prothèse qui va réagir pour vous et décider que là, dans l'environnement, c'est cet objet que vous voulez attraper. Et c'est ce problème-là qui est très difficile à résoudre. À l'heure actuelle, en fait, la solution remboursée par la sécurité sociale, quel que soit votre niveau d'amputation, c'est une solution à deux articulations. La main, qui va s'ouvrir et se fermer, et la rotation de poignet. Vous pouvez aussi choisir d'avoir une prothèse purement esthétique ou mécanique à câble, mais disons que c'est ça la solution proposée à 80%. Donc un système motorisé qui va être actionné par une commande dite myoélectrique. C'est-à-dire qu'on va placer des électrodes sur le moignon, votre membre résiduel, sur des muscles qui sont encore restants. Et en fait, on va détecter les contractions. Et quand vous allez contracter par exemple le biceps, votre main va se fermer. Quand vous allez contracter le triceps, votre main va s'ouvrir. Voilà le principe. Et ce principe-là, en fait, il date des années 60. Ça, c'était le premier bras myoélectrique en 1964, le Russian Arm. On est en 2016, ça n'a pas changé. C'est le même principe. Donc, en fait, ça peut sembler facile, mais c'est très
vite très compliqué parce que vous n'avez pas qu'une seule articulation à contrôler. Alors là, c'est un exemple, c'est un peu compliqué, mais on voit les signaux qu'il y a sur le muscle biceps en rouge et le muscle triceps en bleu. Si vous voulez simplement, vous avez deux fonctions. Vous avez l'ouverture-fermeture de la main à contrôler, la rotation. En fait, le principe, c'est que vous ne pouvez pas les contrôler en même temps. Vous allez contrôler l'une puis l'autre, et donc vous allez avoir un signal spécial pour changer de la main vers le poignet. Et donc ça, c'est particulièrement difficile à faire. C'est ce qu'on appelle une co-contraction. Et vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Il faut s'imaginer que plus on vous rajoute d'articulation, imaginons que vous avez un coude aussi électrique, et bien, vous allez pouvoir commander le coude, faire un signal pour passer du coude au poignet, puis le poignet, puis faire un signal pour passer à la main, puis la main. Donc c'est extrêmement complexe et lourd à utiliser. Et le problème, en fait, et ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'en 2016, on commence à avoir des mains comme la Touch Bionics, la iLean de Touch Bionics ou la Bibionic de RSL Zipper, qui sont des mains polydigitales. Des mains où on commence à avoir un moteur par doigt, donc la possibilité d'actionner tous les doigts différemment. Et certaines commencent à être remboursées par la sécurité sociale, la Touch Bionics, là. Et le problème, en fait, c'est que concrètement, c'est toujours le même système pour les contrôler. Donc, on développe des choses tant bien que mal, alors avec une app en Bluetooth, comme ça, vous pouvez changer la posture de votre main, sachant que vous n'avez plus qu'une main, c'est très très bête comme système. Mais concrètement, vous allez avoir des postures, et vous allez avoir un signal pour passer par exemple d'une posture 3 doigts, une posture 2 doigts, une posture 1 doigt. Puis quand vous êtes dans une posture, vous allez avoir la capacité de mouvement. Mais clairement, c'est contre-intuitif et extrêmement coûteux cognitivement. Donc il y a un gros décalage entre le matériel et les possibilités de le contrôler. Et les approches sont très handicapantes, et je ne parle même pas de l'absence de retour sensoriel. Toutes ces prothèses-là, on en parle dans les médias, on va en voir un peu après de la recherche là-dessus, mais elles n'ont pas de dispositif pour vous rendre les sensations au bout de votre prothèse, qui peut être assez problématique. Concrètement, au niveau de la recherche, où on en est? Alors, il y a des avancées en 3 points. Il y a des avancées sur le hardware, la mécanique, le contrôle et le retour sensoriel. Alors, en hardware, là, je vous montre, par exemple, une avancée qui est faite par Hugh Hare, le chercheur du MIT Media Lab qui est biamputé, qui a développé cette machine. C'est un système qui vient palper votre moignon pour analyser toute la texture, la raideur de votre moignon et arriver à faire un modèle, une cartographie de qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est mou, ce qui permet ensuite de faire des emboîtures qui, au lieu d'être rigides comme les emboîtures actuelles, c'est une emboîture qui va avoir des zones molles quand les tissus du moignon sont durs et inversement, et donc d'avoir une meilleure emboîture, plus agréable, plus confortable et qui permet de mieux encaisser les chocs, les impacts lorsque vous marchez. On va avoir aussi une grosse avancée, je vous montre les principales avancées récentes, c'est l'ostéo-intégration. Donc un des gros problèmes, c'est qu'une prothèse, il faut qu'elle tienne sur le moignon, et ça c'est ce qui rend difficile. On va utiliser des systèmes en général à succion ou des sanglages qui vont vous marquer le corps. Les systèmes à succion, vous pouvez perdre des litres de sueur en une journée dans une emboîture de cuisse. L'idée de l'ostéo-intégration, c'est de poser une broche qui va dépasser de l'os et sur laquelle va venir se fixer rigidement la prothèse. Et ça permet d'avoir une fixation très rigide, de limiter les mouvements intempestifs de la prothèse, et aussi en plaçant des électrodes en interne qui passent à travers la connectique de la prise d'ostéo-intégration, d'avoir un meilleur contrôle que des électrodes qui sont placées sur la peau, qui vont être dépendantes de votre sudation, des mouvements de la peau et tout ça. Donc, un des gros buts, c'est de résoudre ce problème de l'emboîture. Et puis, il y a eu des avancées, bien sûr, en actionnement, en alimentation, etc. On a des nouvelles batteries lithium polymère, on a de la puissance de calcul, tout ça. Mais ça, c'est un peu commun à tous les domaines de recherche. Sur les approches de contrôle, on va avoir 2 pendants. D'abord, en fait, des techniques dites invasives. Alors ça, c'est une technique qui a quelques années maintenant, mais qui reste quand même assez exceptionnelle. C'est la réinnervation ciblée, qui a été développée au Rehabilitation Institute de Chicago. Le principe est le suivant. C'est que quand vous avez une amputation, en fait, les nerfs qu'on voit en haut, ici, qui allaient vers le bras qui a été amputé, on va en fait les rerouter sur un groupe musculaire encore présent. Donc là, en fait, on va couper les nerfs du pectoral qui ne servent plus, et on va remboîter les nerfs de feu le bras sur le pectoral. Et au bout d'un certain temps et d'un certain entraînement, ce qui va se passer, c'est que le patient va avoir des sensations sur son pectoral associées à son membre disparu. Donc quand il va penser, par exemple, à fermer sa main, c'est une zone du pectoral qui va s'activer. Quand il va penser à bouger son poignet, ça va être une autre zone. Et donc on va faire une cartographie avec des électrodes de ça, pour arriver à distinguer que, par exemple, ce qui est en rouge, c'est plutôt la zone du petit doigt, ce qui est en bleu, c'est plutôt la zone du pouce. Et on va pouvoir identifier un certain nombre de sites comme ça, et ensuite placer des électrodes pour lui donner un contrôle simultané de plusieurs articulations. Là, au lieu d'avoir seulement 2 électrodes, on va avoir un jeu d'électrodes par articulation localisé sur son pectoral. C'est une technique chirurgicale très lourde qui a été menée à peu près sur une dizaine de patients à l'heure actuelle à ce niveau-là du pectoral.
Les autres techniques, c'est celle dite de machine learning. L'idée, c'est simplement d'utiliser plus d'électrodes et d'utiliser des algorithmes qui vont être capables de détecter ce qui se passe sur toutes ces électrodes pour les associer à différentes actions. Le principe, en fait, c'est plutôt que d'avoir à faire une action puis l'autre, c'est d'avoir en fait un algorithme qui détecte que quand ça s'allume sur telle électrode, telle électrode, telle électrode, vous voulez bouger votre poignet et le faire bouger. Quand ça s'allume sur telles autres, c'est telle autre articulation et le système va pouvoir le bouger. Donc ça, tout couplé avec de l'ostéo-intégration, etc., ça donne des preuves de concept assez impressionnantes, comme ce patient de l'Applied Physics Laboratory américain, qui a une ostéo-intégration, qui a 2 bracelets de 10 électrodes et qui a un bras conçu par la DARPA, l'armée américaine, et qui peut arriver à piloter jusqu'à 6 ou 7 mouvements indépendamment, sans avoir à naviguer dans un catalogue de fonctions. Alors donc voilà, le but de ça, c'est plus d'articulation contrôlable et faire des mouvements en simultané. Sur le retour sensoriel, en fait, il y a eu aussi des avancées. Alors, il y a plusieurs choses. On travaille beaucoup sur mettre des capteurs en fait, sur ces prothèses, par exemple des pots robotiques à base de nanotubes qui vont être capables de détecter le toucher, la température, les vibrations, pour arriver au moins à capter comment la prothèse interagit avec l'environnement. Et puis différentes technologies, là on ne voit pas trop, mais de stimulateurs, avec des grilles de stimulation, des vibreurs de téléphone portable par exemple, ou de l'électrostimulation, des appuis mécaniques qui vont être faits par exemple dans l'emboîture pour restituer l'information qui serait prélevée au niveau de la main sur le moignon ou sur une autre partie du corps. On va avoir aussi des régénérations sensorielles, de la même façon qu'on reroute les nerfs moteurs vers certains muscles pectoraux, on peut rerouter les nerfs sensoriels vers certains muscles pectoraux. Donc à la fin, la personne, si vous lui appuyez sur la zone de son pouce, elle va avoir l'impression que vous lui appuyez sur son pouce. Si je dis appuyer là, elle va avoir l'impression que vous lui appuyez sur son petit doigt. Et donc on va pouvoir, avec des stimulateurs, essayer de mesurer ça sur la prothèse, leur envoyer ça sur le corps. Ça, il y a 2-3 patients qui ont reçu ce genre de choses-là et c'est encore très très expérimental. Et puis on a eu récemment en 2014 une étude où on a fait de la stimulation nerveuse invasive, c'est-à-dire en envoyant des décharges électriques dans les nerfs en fonction des mesures de capteurs d'effort placés dans la main, ce qui a permis à une personne rendue aveugle de repérer les formes d'un objet en l'explorant avec sa prothèse, d'arriver à moduler la force qu'elle appliquait. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de mesurer l'interaction et puis de la restituer à la de substitution, c'est-à-dire rendre une sensation au travers d'une autre sensation, c'est-à-dire rendre par exemple la température via de l'appui mécanique du toucher. Donc il faut trouver cet encodage-là pour que ce soit intuitif et ça c'est assez complexe. Alors je vais passer rapidement sur ça, sur les interfaces cerveau-machine, parce que c'est quand même un des éléments clés. Vous avez bien vu que là où on bute, c'est finalement donner le contrôle favoriser l'échange entre la machine et la personne. Donc un des rêves en général, c'est de passer directement par le cerveau. Donc ce sont des objets de laboratoire. Concrètement, il n'y a pas d'objet disponible commercialement à ce niveau-là. Les applications phares, en fait, ça va être par exemple du contrôle de fauteuil roulant avec de l'électroencéphalogramme. On va avoir des implants cérébraux qui vont permettre par exemple à une patiente tétraplégique de manipuler un bras. Et en fait, derrière, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que ce sont des preuves de concept et que la personne n'est pas en train de penser vraiment à piloter le bras, elle en fait exhibe un certain nombre d'états cérébraux qui sont associés à des actions. C'est comme si on avait entraîné la personne ou dans le fauteuil roulant ou en train de contrôler le bras à penser à un carré rouge qui sent la fraise et le chaud. Et ça, quand on va entraîner un algorithme à reconnaître ça, et en fait on va associer ça par exemple à la flèche avant de votre clavier. Et si vous pensez à un carré bleu qui est très froid, on va associer ça à la touche arrière. Et donc vous allez pouvoir avancer, reculer avec votre fauteuil ou déplacer votre main. Mais on n'est pas du tout en train de détecter concrètement les intentions motrices. Donc c'est ce que j'appelle la pauvreté de l'échange. Les messages sont de très haut niveau et c'est pas très fin. Et puis bien sûr, c'est unilatéral. Je passerai rapidement sur les interfaces commerciales qui existent. C'est plutôt des casques qui ont été imaginés pour le jeu vidéo, mais on est clairement à des systèmes à quelques centaines d'euros avec des fois une électrode qui sont plus à mesurer les contractions des muscles faciaux qu'un état cérébral. Donc c'est assez anecdotique. Voilà. Donc en conclusion, simplement, il y a vraiment des importantes avancées technologiques, mais il y a des gros problèmes scientifiques à résoudre et sur lesquels là on va buter un peu plus longtemps. Donc la progression ne va pas être aussi linéaire que ce qu'on peut le croire, notamment au niveau de la détection d'intention, du contrôle. Que le transfert il est très lent de ce type de produit. Il faut faire attention aux proof of concept qui sont généralement montrés dans les médias. Maintenant, quand on a une avancée sur un paraplégique qui arrive à remarcher avec de la stimulation électrique, on peut avoir la une du Monde qui va parler de ça. Mais pour autant, en fait, c'est pas pour ça que parce qu'un patient pendant 2 ans s'est entraîné dans un laboratoire, on va arriver à le transférer facilement. Et la difficulté de la technologie d'assistance au handicap, c'est que les marchés sont petits et ça ne motive pas vraiment un industriel de faire beaucoup de R&D pour une population. Par exemple, les amputés de membres sup en France, c'est 2000 personnes.
c'est très peu. Et un point très important, c'est que derrière toutes ces avancées, en fait, c'est toujours beaucoup d'apprentissage et d'efforts de la part du patient pour maîtriser les technologies. C'est-à-dire qu'un patient qui fait des gestes avec une prothèse, qui laisse à croire qu'il est réparé, en fait, derrière, c'est un athlète, c'est quelqu'un qui s'est entraîné des heures et qui donne l'illusion, en fait, que c'est simple, alors que cognitivement, c'est extrêmement complexe. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.